Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Ce qui est terrible avec le burn-out, c'est que la première fois, quand ça vous arrive, vous avez du mal à comprendre. Il y a d'abord des signaux physiques qui ressemblent au stress. On peut avoir un nœud comme ça au niveau du plexus, on peut se sentir tendu, on peut commencer à avoir des douleurs dans le dos ou au niveau de la nuque ou des épaules. On peut avoir du mal à s'endormir et puis surtout, il y a ce côté entêtant du travail. On n'arrive plus à décrocher. Le soir, on y pense, on devient un peu irritable, on commence à être fatigué déjà. Le week-end, on n'arrive pas à décrocher. Même pendant les vacances, il faut de plus en plus de jours avant enfin de trouver une sorte de repos pour le corps, mais surtout de repos pour la tête et également de repos face au stress. Le burn-out, c'est quoi ? C'est un stress qui dure trop longtemps. Alors bien souvent, on dit que c'est un stress professionnel et c'est normal. Ça vient de là, syndrome d'épuisement professionnel en bon français. Mais le fait est qu'on peut attraper un burn-out parce que ça s'attrape, et ça s'attrape à n'importe quel âge. On peut l'attraper en s'occupant de sa famille. On peut l'attraper en étant bénévole. On peut l'attraper en étant à l'école, en révisant trop, en se mettant trop de pression. Ce qui est formidable au moins avec le burn-out, c'est que ça a permis de mettre un mot sur un problème. Et quand il y a un mot sur un problème, on réalise qu'il existe et on peut enfin le traiter. Et avant qu'on en parle, eh bien, c'était un sujet qui était tu. Donc, ça disparaissait. On parlait peut-être de dépression, mais on oubliait à quel point le travail et certaines situations de vie pouvaient être en elles-mêmes toxiques. Et puis, ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'épuisement, la surcharge, on parlait de surcharge de travail à une époque. Il y avait également l'ennui. Alors, on a inventé un nouveau mot, le burn-out, quand on n'a pas assez de choses à faire. Parce que, par exemple, eh bien, on a un N+1 ou un N+2, pour reprendre une terminologie très entreprise, qui vous a placardissé, c'est-à-dire qui ne vous donne plus rien à faire, on vous donne des choses idiotes, où vous connaissez votre travail par cœur. Et bien là, vous vous ennuyez et vous pouvez faire les mêmes symptômes, le même effet qu'un burn-out. Et puis aussi, quelque chose de difficile à saisir, c'est qu'un travail, il faut qu'il ait du sens. Eh bien, s'il manque de sens, parce qu'encore une fois, il devient trop quotidien, parce qu'on n'en voit plus la finalité, on est des créatures de sens. Et quand on travaille pour rien, quand on est victime de ce que Marx appelait l'aliénation, alors je ne sais pas des propos de communiste que je tiens, simplement parce qu'il a une belle définition de ce qu'est l'aliénation, eh bien, on peut également avoir une sorte de burn-out qu'on appelle cette fois-ci le burn-out. Alors, c'est quoi le burn-out ? Si on est stressé trop longtemps, le corps s'habitue. Il prend de la distance, il se désensibilise. Alors au départ, on ressent surtout du stress, et puis ensuite, on va ressentir une sorte d'anesthésie, une fatigue mentale, mais aussi fatigue du corps. Et malheureusement, ce genre de problème peut aussi se transformer en dépression et devenir plus durable. C'est une sorte d'usure, de dépression express qui s'installe en vous. Et le but de l'échange qu'on va avoir avec Laure, c'est de vous faire comprendre ces dangers, comment le détecter, comment l'éviter s'il est encore suffisamment tôt, et comment s'en sortir le plus rapidement possible. Parce que bien souvent, quand on a eu un burn-out, on a offert à une entreprise pas mal d'années de sa vie. On a oublié de vivre. Au début, on croyait que, on nous achetait des heures de travail, et puis à la fin, c'était notre vie en entier qu'on achetait, et ça, c'est pas acceptable. Donc, on va parler de tout ça, et je crois que pour en parler, Laure, avec sa sensibilité, Laure Delobert, ce livre qu'elle a écrit à bout de force, que vous pouvez gagner si vous le souhaitez. Il suffit de rajouter sur Instagram le compte de Laure Delobert et le mien, Benjamin Lubzinski et Laure Delobert.
et puis de taguer 2 ou 3 personnes, eh bien, vous verrez, il y a un regard extrêmement précieux. Parce que quand c'est un psy qui parle, on a toujours un petit peu de méfiance, on pense qu'il est à l'extérieur, que ce sont des propos théoriques. Eh bien là, on va voir la réalité de ce qu'est un burn-out. Laure, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez un burn-out? Hem, C'est une vraie question, hein, je c'est commence une vraie directement. ouais, c'est une vraie question parce que, je dirais que je m'en suis rendu compte le jour où mon médecin m'a dit: «Stop», hem, qu'il m'a dit: «Stop Laure, vous êtes en état d'alerte vitale. Maintenant il va falloir vous arrêter», et ça, c'était un jour de mars, il y a maintenant quelques années. Mais je dirais que je m'en suis rendu compte à ce moment-là, alors que finalement les signaux m'avaient été envoyés bien plus tôt, tellement plus tôt. Mais, Et peut-être, c'était quoi ces signaux? les signaux, alors pendant des années, j'avais, ce que vous décriviez tout à l'heure Benjamin, hein, c'est-à-dire, les maux de tête, les douleurs au niveau des cervicales, des épaules, de grosses insomnies, des difficultés à m'endormir aussi. J'avais, beaucoup de malaise récurrents au Mmh. travail, dans ma voiture, ça m'est arrivé aussi, dangereux. Des malaises, c'est-à-dire des sortes de crises d'angoisse ou des Non, moments de vertige ou ouais, des des vertiges, voilà, des vertiges qui m'obligeaient, à être allongée, dans mon bureau, qui ont fait que mon mari a dû appeler, un jour les pompiers pour m'emmener, aux urgences parce que je faisais un malaise et qu'on n'était plus capable de contrôler ce malaise. J'étais en train de partir. Donc, ouais, ouais, des choses assez importantes malgré tout. Et puis je dirais que juste avant la chute, les autres symptômes étaient plutôt d'ordre, cognitif. Je perdais la mémoire, je me souvenais plus de ce que je lisais, j'arrivais plus à écrire des notes, des stratégies comme j'avais l'habitude de le faire, et puis je devenais irritable, très irritable, que ce soit dans la sphère mmh. professionnelle et la sphère privée. Donc, voilà, tout ça était Est-ce un que c'était la mélange. famille qui servait de punching ball en quelque sorte? Parce que souvent, on essaie de se retenir dans la vie professionnelle et puis malheureusement, c'est la famille qui trinque ensuite. Est-ce que c'était un peu le cas? Oui, c'est vrai. Alors, je dirais qu'au début, je me concentrais pour être, toujours aussi, peut-être diplomate ou, le plus posée possible au travail. Mmh. Effectivement, c'était la famille qui, qui parfois en faisait les frais, et puis à la fin, c'était les 2 en fait. Ouais. C'était les 2. C'était Oh. que même au travail, je gardais plus mon calme parfois, et que je pouvais exploser, et parfois pas pour, des choses très graves, et peut-être parfois juste pour des gouttes d'eau qui venaient s'ajouter, aux autres. Et ouais, à partir du moment où on devient plus contrôlable, bon là, peut-être que là encore, j'aurais peut-être dû m'alerter un petit peu plus, ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu aller jusque-là, jusqu'à ce point de non-retour, d'épuisement, avant que vous disiez, «Oh j'en peux plus, je m'arrête»? On s'est déjà vu Laure et quand je vous avais vu la 1re fois, je vous avais dit, le burn-out, c'est la maladie des premiers de la classe, c'est la maladie des gens de valeur. Pourquoi? Parce que les gens qui font des burn-out, en général, ce sont des gens qui sont intelligents, courageux, moraux. Ça fait beaucoup de qualités, hein. J'espère que vous ne rougissez pas et que vous vous sentez pas gêné parce qu'après, malheureusement, c'est un défaut quand il s'agit d'affronter le monde du travail et le burn-out. Mais en fait, les gens qui n'ont pas ces qualités, en général, dès qu'ils se sentent mal, bah, ils se mettent en arrêt de travail, ils changent de boulot et puis ils se sentent moins concernés, souvent, par l'entreprise. Alors que les gens qui ont toutes ces belles qualités, prennent à cœur tout ce qu'ils font, un peu comme s'ils étaient leur entreprise. Il y a ce texte dont je vous avais parlé que j'aime beaucoup, qui s'appelle «Le discours de la servitude volontaire», où la Boétie se demande pourquoi des gens vont, mourir au combat, pourquoi les gens payent des impôts, par exemple, ou pourquoi finalement on va accepter de faire un burn-out dans son entreprise et alors finalement, il ne parlait pas de burn-out, ni d'entreprise, mais et l'idée, elle est très simple, c'est que, bah, on s'oublie soi-même et on se projette dans quelque chose de plus grand. Donc on se soucie pas de soi, de ses besoins, on ne s'écoute pas et on finit par, et bien, tout donner pour quelque chose qui n'est pas nous, qui n'existe pas forcément, qui est une idée, qui est une entreprise, par exemple. Hem, à votre avis donc, est-ce que ce sont ces belles qualités, qui vous ont fait avoir un burn-out? Ou bien
mais je pense que j'ai la réponse. L'entreprise a sacrément aidé. Ah, je dirais qu'il y a, un peu des 2. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin, mais de l'expérience que j'ai vécue, je pense qu'il y a une rencontre entre une personne et les conditions de travail, quand il s'agit d'un burn-out lié au travail, bien sûr. Donc dans mon cas, en effet, j'avais peut-être ce petit côté, 1re de la classe ou bonne élève. Et effectivement, lorsque mes proches m'alertaient en me disant: «Mais Laure, il faut que tu t'arrêtes, Laure, il faut que tu ralentisses le rythme, Laure, Laure, Laure», je répondais, «Tant que je ne suis pas à terre, je continue», et je me rendais Mmh. même pas compte des mots que j'utilisais, mais c'est maintenant que je me rends compte. Et parallèlement à ça, il se trouve que, j'ai tr Je peux revenir oui, là-dessus bien sûr. simplement, c'est vraiment important ce que vous dites là. Tant que je suis pas à terre, je continue. Ouais. Hem, il y a ça chez les gens, moraux et courageux. Il y a ce côté: «Tant que je peux souffrir davantage, pourquoi m'arrêterais-je?» Alors que la souffrance, elle est faite pour nous dire d'arrêter directement. Mais il y a cette sorte de valeur que l'on donne au dépassement de soi et ça devient, vraiment une seconde nature. Donc à la fin, on se dit: «Plus je suis dans le rouge, plus ça veut dire que je fais bien mon travail en quelque sorte, mieux je fais mon travail». Voilà, on associe la souffrance à une sorte de valeur et de récompense et ça, c'est quelque chose de très dangereux parce que faut pas l'oublier, le stress, la souffrance, la douleur, c'est un signal pour vous dire stop, pour vous dire fuis. Mais malheureusement, bien souvent, on oublie cette vérité extrêmement simple et on continue et on ne s'arrête pas et on se dit que c'est normal, que c'est le minimum. Faites attention, quoi. Si à un moment, vous qui nous écoutez, vous vous sentez, stressé, fatigué, angoissé, votre employeur, vous doit, le respect. L'une des premières choses dans ce rapport établi par la loi, il vous doit de bonnes conditions, de travail, physiques et morales et mentales et surtout à ce moment-là, bah, écoutez votre médecin, allez voir votre médecin comme l'a fait Laure, parlez-en à un psy si vous en avez déjà un et dites-vous bien que si on souffre, c'est jamais une invitation à continuer à en faire davantage. Hem, Mais donc un côté très courageux, trop courageux et quoi d'autre? alors, là où vous avez raison, Benjamin, c'est effectivement qu'on devrait normalement écouter ces signes. Mais il se trouve que, dans mon cas, hein, puisque je prends le mien, parce qu'évidemment mon burn-out ne fait pas tous les burn-out, hein, chacun a ses propres, règles. Mais, moi, il se trouve que j'aimais mon travail vraiment beaucoup, vraiment, passionnément presque, et que comme j'avais des postes à responsabilité, que j'étais manager, responsable d'unité, bref, je pensais que ça allait de pair, en fait. Que mon travail, finalement, allait de pair avec, une charge de travail importante, avec, du stress, avec, le fait de devoir en faire plus. Et puis, vous savez, en entreprise, on nous dit aussi assez régulièrement, et c'est là où j'en viens au deuxième aspect, il y a la personne que l'on est et il y a les conditions dans lesquelles on exerce son travail. On nous dit aussi assez régulièrement, tu sais, hein, cette année, ça a été un petit peu difficile, donc il va falloir mettre les bouchées doubles, hein, voilà. Et puis dans mon cas, il y avait aussi, des distorsions avec ma direction générale, dans, la façon de manager, dans la façon de voir le management, dans la façon de considérer l'humain au sein d'une entreprise, dans la façon de, voilà, dans la façon de voir les choses, mais ayant un profond respect pour la fonction de la direction, où évidemment, on cherche d'abord à se plier en 4 pour, répondre aux injonctions qui sont parfois contradictoires, et c'est là où parfois c'est compliqué à gérer. Oui, moi je m'étais mise dans la peau on me demande de faire ça, alors je vais le faire, mais on me demande aussi de faire ça, alors je vais le faire aussi, et puis encore ça, et puis encore ça. Et finalement, on finit par nous faire douter, et on finit Mmh. nous-mêmes par douter que l'on fait bien ou que l'on fait assez. Et donc à partir de ce moment-là, on essaye parfois de faire plus et encore plus et encore plus, et jusqu'à ce que le corps nous envoie des signaux faibles au début, des signaux de plus en plus forts quand on n'a pas compris, et jusqu'à, nous stopper définitivement quand on n'a pas su prendre les choses à temps.
Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si j'ai bien cru comprendre dans votre story d'annonce, de teasing, le Benjamin, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que je suis l'exemple type de ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ce pourquoi je témoigne aujourd'hui, parce que il vaut mieux l'éviter, ce burn-out. Alors, je voudrais que enlever, 2 idées de votre tête. La première, c'est que vraiment, c'est un signe de qualité que de faire un burn-out et comme je vous l'avais dit, moi, j'invite tous les patrons d'entreprise et les recruteurs à embaucher des gens qui ont fait des burn-out. Vous pouvez être quasiment sûr, que ce sont des personnes de qualité. Ensuite, il y a quand même le droit. C'est-à-dire qu'on est censé faire 35 heures, 39 heures de travail. On est censé travailler dans de bonnes conditions. On est censé aller à un rythme normal, pouvoir prendre des pauses, enfin, toutes ces choses naturelles. Mais il y a un truc qui est très, très bizarre, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Je me souviens, avant de me tourner vers la thérapie, j'ai fait une école de commerce et il y avait des gens qui travaillaient en FUSAC. Alors je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas ce que si ça vous dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle les fusions-acquisitions. C'est, acheter des entreprises et puis, les fusionner, voir comment on fait ça et la réputation des gens qui allaient en FUSAC, c'est qu'ils allaient très bien gagner leur vie, mais qu'ils allaient travailler tous les soirs jusqu'à 23 heures. Et ça semblait à tout le monde absolument normal. Déjà aux étudiants en école de commerce et puis aux gens qui faisaient fusion-acquisition. Et ça, vous entendrez le même genre de discours dans les cabinets d'avocats, vous entendrez le même genre de discours, dans certains milieux de la communication. Hem, il y a une loi et cette loi, elle met une limite et si on la dépasse, eh bien, c'est là qu'on se met en péril parce que si on respecte à peu près le nombre d'heures, si on y va à peu près tranquillement, mais sérieusement, un travail bien fait. Et si on arrive à dire non pour le reste, mais et si, c'est des gros si, hein, parce que ça demande, et finalement, quand tout le monde vous oppresse, vous met la pression et que tout le monde finalement obéit en quelque sorte à cette culture d'entreprise, c'est très difficile d'y échapper. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une norme qui existe et c'est la loi. Et c'est pour ça que je vous trouve absolument pas coupable, parce que tout conspirait pour vous faire aller vers un burn-out. Les seules personnes qui ont pu y échapper, à mon avis, vu ce que vous décrivez, dans votre entreprise, l'ambiance toxique, le management toxique, à mon avis, c'est simplement les gens qui avaient un poil dans la main et qui s'en sont à peu près bien sortis. Mais les gens valables, ils sont partis, ils ont fini en burn-out et j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils ont trouvé un moyen de fuir cette ambiance-là. Est-ce qu'il y a eu cette surcharge de travail, cette pression pour en donner toujours plus? Est-ce que ça a viré au harcèlement et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, il se trouve que sur le moment, j'avais, du mal à identifier cette situation, mais avec le recul, oui, oui, je parlerai d'un harcèlement, moral, et notamment, vous voyez, par rapport, Benjamin, à cette charge de travail, à un moment donné, j'avais quand même identifié cette charge de travail puisqu'il se trouvait que dans cette première entreprise, dans laquelle j'étais, j'avais 2 casquettes, à la fois d'être responsable commerciale et responsable de communication. Et quand j'ai identifié que la charge de travail était grandissante et que, à un moment, elle n'était plus, plus tenable pour moi et plus, réaliste pour le bien aussi de l'entreprise, je me suis dit qu'il était, juste d'aller en parler à ma direction, à partir Mmh. de faits. Donc j'avais tout simplement listé des choses factuelles, pour pas me baser sur mon ressenti uniquement parce que c'est toujours un peu, tendancieux le ressenti. Donc vraiment, je m'étais basée sur les faits et la réponse que j'ai obtenue à ce moment-là, puisque j'ai voilà, voilà ce qu'on me demande de faire, voilà le temps qui m'est imparti et pour le bien, des 2, c'est-à-dire de moi et de l'entreprise, je pense que soit il faut scinder mon poste en 2, soit il faut que j'ai une aide, pour pouvoir, m'épauler et permettre de bien réaliser ces tâches et la première réflexion qui m'a été faite a été de me dire: «Mais Laure, tu fais un caprice. Hem, dans des temps anciens, moi, j'ai bien pu le faire, alors je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le Mmh. faire. Alors que les temps anciens n'étaient plus ceux qui étaient, actuels puisque les tâches s'étaient multipliées, les outils avaient évolué et cetera, bref, peu importe et la seconde réponse que j'ai eue a été: «Mais, si tu tiens vraiment à en faire moins, dans ce cas-là, je diviserai par 2 ton salaire». Voilà la Ce réponse qui n'est que pas tout à fait légal.
qui m'avait été faite. Bon, évidemment, je n'ai pas, j'ai évidemment pas accepté cette proposition très très alléchante. Donc on m'a dit, bah en dernier recours, enfin, choisis un stagiaire et puis forme un stagiaire et puis ça va bien te suffire. Donc ça a été Mmh. une de mes premières réponses. Il se trouve que cette entreprise, Un stagiaire, c'est un peu moins de boulot ou c'est 2 fois plus de boulot parce qu'il faut le former? alors pour moi, enfin pour ma part, moi j'ai toujours pris des stagiaires, mais non pas pour m'alléger, mais surtout dans une optique de formation de jeunes, puisque c'est comme ça que j'ai démarré et j'avais à cœur Mmh. de pouvoir former des jeunes comme je l'ai été moi-même, et donc plutôt dans une logique de transmission. Et avoir un stagiaire nécessite d'abord de le former, ensuite de l'accompagner et enfin quand même de vérifier ce qu'il fait puisqu'il est là pour apprendre. Donc oui, il va m'alléger sur certaines charges, mais il va absolument pas me retirer des tâches vraiment, vraiment importantes. Enfin, ou en tout cas, c'est un salarié qu'on devrait prendre et c'est plus un stagiaire comme ça Mmh. s'appelle. Donc ça, c'était ma conception des choses. Mais, mais visiblement pas forcément Le partagée par tous. Moi, il y a un problème que j'identifie souvent, on en avait parlé ensemble, c'est que, heu, derrière le burn-out, je dirais pas qu'une fois sur 2, il y a un harcèlement moral, parce qu'il y a très peu de chiffres sur le burn-out et il y en a encore moins sur le harcèlement moral. Mais je crois, en tout cas je le vois de mon expérience de psy, très, très souvent c'est ça. C'est-à-dire lié à, le plus souvent, un N+1, un manager qui a un profil particulier. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en dessous de vous ou au même niveau, hein. Il y a des personnes, des pervers narcissiques malheureusement qui peuvent être à tous les niveaux. Et ces personnes-là, elles sont très, très bizarres. Elles soufflent le chaud et le froid. Un coup, elles sont sympas, un coup, elles sont désagréables. Elles sont pas du tout rationnelles, elles sont très court terme. Elles ne se remettent jamais en cause, elles font semblant, elles divisent pour mieux régner, elles culpabilisent et cetera. Est-ce que vous avez eu le même modèle en face de vous, à cette époque-là? Exactement ce que vous décrivez et puis d'aspect, une personne tellement gentille, tellement souriante, tellement, adorable, et effectivement qui m'a tendu la main à certaines périodes, qui a été présente à d'autres périodes et qui par ailleurs m'a tellement appuyée sur la tête, pour d'autres choses, me fliquer en permanence, passer outre mon statut de chef d'équipe pour aller parler directement à mon équipe et à mon insu. Enfin voilà le genre de choses, et il se trouve qu'après avoir essayé, beaucoup de choses, de parler, d'être dans la compréhension, d'être dans l'opposition, d'avoir même osé lui dire qu'il fallait qu'elle cesse, ce harcèlement à mon égard. Bref, moi j'ai perdu pied au bout d'un moment à essayer de tout mettre en place et même à me remettre moi-même en question, à douter de moi-même évidemment. Ça va souvent de pair, et j'ai fini par prendre la décision de quitter cette entreprise, pour Oui. me sauver finalement, et parce que j'avais eu, une opportunité ailleurs, et donc finalement je me suis dit que c'était sûrement, la bonne décision à prendre puisqu'à un moment donné, c'est vous Benjamin qui le direz, mais je pense que parfois face à ce type de personnalité, on peut rien faire d'autre que de fuir, Mais je parce que suis parfaitement d'accord. il y a pas d'autre solution, et il se Je suis trouve. mais alors complètement d'accord parce que ce que vous me décrivez Laure, c'est qu'avec ce genre de personnes, il n'y a pas de communication possible. Donc si vous souhaitez rester professionnel, expliquer, rationaliser, menacer, peu importe, quelle que soit la manière de communiquer, ça ne marchera jamais. Vous avez quelqu'un de foncièrement malhonnête en face et quelle que soit l'évolution de la relation, sauf si à un moment vous prenez vraiment les commandes parce que vous avez un moyen de menace ou un moyen de pression, mais c'est quand même assez rare. De toute façon, c'est votre santé mentale qui va s'émietter au fur et à mesure. Donc, la seule victoire, c'est la fuite. Quand on est face à quelqu'un de manipulateur, fuir, 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 dominer si on n'a pas la possibilité de fuir et contre-manipuler, c'est-à-dire essayer de ne pas en trop en dire, de pas s'impliquer. Mais c'est vraiment si on n'a pas la possibilité de fuir et il faut pas espérer un changement. Donc la fuite, la fuite, la fuite, la fuite et ce que je vous dis là, c'est valable
pour, un N+1, un patron manipulateur, c'est valable pour un petit ami ou un mari manipulateur. Quand on est dans une situation comme ça, il faut pas hésiter, il faut partir et vous avez bien raison et ça demandait du courage, ça demande du courage de partir. De toute façon, c'est plus une question de courage. Quand vous dites qu'il s'agit de se sauver, il faut se sauver pour fuir, il faut sauver sa peau et de toutes les manières, on n'est pas dans un travail pour souffrir. Donc si on commence à souffrir dans un travail, quel que soit le contexte, même si on vous dit que ce sont vos collègues qui vont devoir travailler plus, que vous êtes, que les rats, quittent le navire, qu'on bah, peu importe ce qu'on vous met dans la tête, si vous souffrez, il faut partir et vous avez tellement raison, Laure. Mais malheureusement, moi j'ai lu le livre, alors je sais ce qui s'est passé ensuite. Ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là, votre burn-out. C'est ça et juste pour la petite histoire, le petit caprice que visiblement j'étais en train de faire, s'est révélé probablement ne pas en être un puisque lorsque je suis partie, j'ai été remplacée par 2 personnes. Voilà, donc et ces 2 personnes ne sont pas restées et ont elles-mêmes été remplacées par d'autres personnes encore après. Donc je peux pas dire que je me réjouisse de cette situation-là parce que c'est jamais, c'est jamais bon, mais simplement je me suis dit que c'était peut-être un peu dommage de devoir en arriver à ça. Alors que si on avait peut-être, fait preuve d'un peu plus de communication et d'ouverture d'esprit à un moment donné, peut-être que les choses auraient été meilleures. Mais en effet, je suis partie et mon burn-out, Alors, juste une petite question. Qu'est-ce qui oui. fait que vous n'arrivez pas à dire que c'était une raclure de bidet, que, vous avez bien fait de vous barrer et que, vous espérez qu'il l'a eu dans l'os ou quelque chose de bien pire que ce que je suis en train de dire? Pourquoi, Ah! alors que vous avez payé le prix de la souffrance, vous le dites pas très cash, hein? Moi, je il y a peut-être des enfants qui vont écouter cette vidéo, donc je vais dire que c'est un sombre canard. Oui, je vais pas utiliser le mot. L'idée aussi, c'est de pas se faire, virer de YouTube à cause d'un gros mot. Mais franchement, Alors c'était m un moi salaud et puis quelque chose qui se finit en part après, voilà. Alors en fait, la direction là dont je parle de cette entreprise, donc que j'ai quittée, évidemment, j'ai été très en colère, évidemment, j'ai pas compris en fait. Surtout c'était tellement éloigné de mon mode de fonctionnement que j'ai pas compris, et Ouais. que voilà, ça m'a anéantie vraiment et évidemment j'en ai voulu et mais on me dit beaucoup que pour, la reconstruction, il faut pardonner. Alors pardonner est un terme avec lequel j'ai beaucoup de mal et ça, je dois dire que j'ai mes Moi limites. aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça, ouais. J'ai mes limites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère me dire que voilà, je prends la distance avec cette personne, que je ne veux plus avoir affaire à cette personne, mais en fait, je ne veux pas de mal aux gens parce que ça ne m'apportera rien. Simplement, peut-être que ce que j'espère intérieurement, c'est que cette personne prenne conscience de ce qu'elle a pu faire et que au moment où elle l'a fait, je pense qu'elle était dans le déni le plus total et qu'elle pensait même probablement que j'étais responsable d'un certain nombre de choses, et ce qui est peut-être vrai, puisque je pense qu'on a chacun notre part de responsabilité, évidemment, mais je pense que j'ai jamais mérité ce qu'elle m'a fait subir, et je pense que comme je ne suis pas la seule à avoir subi ce genre de procédé, je me dis quand même qu'une bonne remise en question n'aurait pas été mauvaise. Mais voilà, ça n'est pas lui de mon ressort et j'ai pas de compte à régler ni là, ni dans mon livre, ni ailleurs. Juste envie de tracer ma route. J'aime Voilà, c'est tout. Vous avez bien raison. J'aime bien ce que Laura, Mérite, marque sur le chat. Elle écrit: «Parce que Laure est trop décente». C'est pour ça elle ne dit pas de telles vulgarités Peut-être, alors que moi je me le permets de l'autre côté. peut-être. Alors malheureusement ce genre de personne, je le vois en tant que psy, ce genre de personne ne change, pas et les dégâts qu'il a fait sur vous vraisemblablement vont être répétés et c'est vraiment, il y a pas de communication, il y a pas de remise en cause, il y a pas de changement et évidemment, on souhaiterait que ça se passe comme ça, mais je sais pas, enfin, ça se passera ça arrivera pas. Hem, le, donc vous changez d'entreprise, vous prenez une nouvelle route avec de nouveaux espoirs et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, cette nouvelle route que je prends, m'enthousiasme vraiment
puisque je me dis que voilà, je suis sur un nouveau chemin et que tout le reste est du passé, et que voilà, je vais avancer. Et j'arrive dans une nouvelle organisation avec de nouvelles missions qui, là encore, me passionnent, puisque je pense que j'étais une passionnée de travail. J'aime toujours travailler, mais je le fais différemment maintenant. Et, euh, et il se trouve que j'arrive dans une organisation qui n'est pas tout à fait organisée. Et qui, malgré sa taille, malgré ses ambitions, malgré ses projets, effectivement, je fais face à une personne qui m'accueille dans une structure et qui me dit: «Bon, alors, j'ai pas tout à fait de bureau pour toi, j'ai pas tout à fait non plus d'ordinateur, ni de téléphone, ni de crayon, mais bon, ça va se faire». Et il se trouve que le ça va se faire, c'est moi qui ai dû tout faire, d'aller et chercher un ordinateur et me battre pour avoir un téléphone, et cetera, et cetera. Mais là encore, peut-être, comme Laura le disait, j'étais un peu trop décente, je ne sais pas, mais plutôt mon côté enthousiaste. Je me disais: «Allez, c'est pas grave, enfin voilà, je le fais et puis après tout, on avance». Et on avance et cette mission est tellement passionnante et elle m'occupe sur tout le territoire de ma région, qui est la Normandie. Donc, Comme moi. voilà, comme vous, Benjamin, c'est notre belle région. Et donc voilà, je fais beaucoup de déplacements sur l'ensemble du territoire. Et puis cette mission, en fait, a un caractère assez public et donc beaucoup de soirées, beaucoup de cocktails, beaucoup de dîners, beaucoup de tout. Mais évidemment, pour moi, je ne vais pas le nier, ça avait un côté très plaisant aussi, parce que je rencontrais Mmh. des gens très, très intéressants, d'univers divers et variés. Et donc, j'ai toujours aimé ça, apprendre au contact des autres. Mais voilà, je m'étais épuisée psychologiquement, émotionnellement dans mon précédent travail. Et là, je me suis épuisée physiquement en plus des 2 autres sphères, avec tous ces déplacements, avec ces horaires à rallonge, des 8h, 1h du matin. Enfin voilà, ça m'est arrivé de faire ce genre d'horaire. Mais encore une fois, parce que j'étais dans un métier où, je ne vais pas dire qu'il était de bon ton, mais il était courant de faire des dîners, de poursuivre le travail après, pour parler de stratégie, pour parler de tout un tas de choses. Et maintenant, avec le recul, quand j'y pense et quand je vois mes amis qui sont aux urgences et au bloc d'urgence tous les soirs, je me dis que ces personnes-là ont des urgences vitales à traiter. Moi, c'était des Mmh. stratégies de marketing, donc on est tellement loin d'urgence vitale. Alors, quelle urgence y avait-il à travailler jusqu'à 1h du matin? Enfin bon, voilà, quand on remet ça dans le contexte, Mmh. on peut aussi se poser des questions sur effectivement le travail, etc. Et là, peut-être, enfin voilà, de fil en aiguille, peut-être il y a eu un dîner, un déclic avec une petite phrase que je crois qui vous a interpellé, Benjamin, dans le livre. Ah Euh, oui, elle est monstrueuse, hein, accrochez-vous bien aux barreaux du lit si vous êtes sur votre lit, aux accoudoirs de de votre fauteuil si vous êtes sur un fauteuil, enfin bref, accrochez-vous, vous allez voir, elle est mais monstrueuse. Allez-y là. bon, il se trouve que là, on a beaucoup parlé du travail parce que la thématique est celle-ci, mais qu'en dehors du travail, j'ai aussi une vie qui est celle d'être épouse et maman, en dehors de mes autres activités. Et Et effectivement, aussi d'avoir peut-être un peu de temps personnel pour voir vos amis, pour avoir, oui, des évidemment. passions, des hobbies, du temps pour vous, du temps de repos, il y a ça aussi, hein. Alors, j'avais du temps pour voir des amis, mais il me restait plus beaucoup de temps pour avoir mes hobbies et le repos. Et donc c'est ce que je réapprends à faire et c'est ce que, voilà, c'est ce qu'il faut réapprendre à faire, rééquilibrer l'ensemble. Et donc lors d'un de ces bons dîners, hein, je vais pas évidemment, je vais pas le nier, dans, une discussion très intéressante au sein de mon équipe, j'ai, mon président, puisque c'était un président, qui s'adresse à moi, mais qui s'adresse à nous, à d'autres femmes présentes, on devait expliquer quels étaient nos hobbies, justement, ou quelles étaient nos passions. Et puis à un moment, ce président nous dit, mais puisqu'on parlait d'enfants, il nous dit, mais avec les conditions, mesdames, les conditions salariales dont vous disposez, à savoir, selon lui, de bonnes conditions salariales et donc financières, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas une personne que vous paieriez la semaine pour s'occuper de vos enfants? Vos enfants, vous avez tout le loisir de les voir le week-end et ça suffit bien. Voilà. Ah, c'est magnifique d'horreur. Il y a et Alors, je trouve qu'il y a en plus derrière ça, il y a un côté assez misogyne.
qui se rajoute à l'infamie. Parce que l'infamie, c'est de dire: mais quoi? Vous voulez avoir une vie personnelle? N'en ayez pas, consacrez-vous à l'entreprise, on vous paye grassement, donc rajoutez-vous des chaînes supplémentaires, payez pour ces chaînes supplémentaires, c'est normal. Et puis là où je trouve qu'il y a un soupçon, voire à mon avis, plus que ça de misogynie, c'est quoi finalement? En payant une nurse, vous pourrez travailler d'une manière aussi abrutie, aussi débile que ces hommes qui consacrent tout leur temps à leur travail sans avoir de vie de couple, de vie familiale, des gens qui brûlent leur vie, voilà, vous mesdames, maintenant que vous êtes bien payées, vous pouvez, travailler d'une manière aussi idiote que les hommes, c'est ça un peu, non? Je sais pas, je Alors, trouve ça bizarre. en fait, sur le moment, cette phrase m'a interpellée, mais à plusieurs titres. D'une part, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que, oui, j'aime travailler et oui, j'ai toujours eu des emplois dans lesquels j'aimais m'impliquer, c'est une chose. Mais ceci dit, c'en est une autre que de pouvoir travailler et que de pouvoir vivre une vie de famille épanouie à côté et d'être donc une maman, une épouse, une femme à part entière. Et cette phrase-là m'a fait prendre conscience que, en fait, ça n'était pas ce que je souhaitais pour ma vie que de dédier ma vie au travail. Certes, j'avais envie d'être une femme entre guillemets libre, c'est-à-dire une femme qui puisse travailler, une femme qui puisse voilà, avoir sa vie, être sur plusieurs aspects. En fait, j'étais en train de me dire à ce moment, mais est-ce que c'est la vie que tu souhaites mener, Laure, de sacrifier ta vie de famille au profit d'une vie professionnelle? Non. Est-ce que je suis obligée de sacrifier l'un pour l'autre? Est-ce que je peux pas mener les deux de façon équilibrée? Ça a été ma première interrogation et vraiment le choc que ça m'a provoqué. Et le deuxième choc, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, et là, sûrement par très grande naïveté, que, en fait, on ne menait pas tous les mêmes vies. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas jugé négativement cette parole en me disant finalement, cette personne, cet homme en l'occurrence, qui expliquait ça, Mmh. lui, c'était la manière dont il vivait, en effet. Il avait des gens qui s'occupaient de ses enfants et il les voyait le week-end. Et lui de continuer à nous dire: «Mais en fait, ne soyez pas égoïste avec vos enfants, ça leur suffit de vous voir que le week-end». Or moi, ma fille, je vous garantis que ça lui suffit pas de me voir le week-end. Bon, c'est une chose. Mais c'est Non. vrai que, lui ne nous disait pas, ça, en fait, sa conception de vie à lui, c'est vraiment le travail est tellement une source d'épanouissement que selon lui, travailler, c'est pas, s'abrutir au travail, c'est s'épanouir parce que lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et j'ai envie de dire, libre à lui de voir ces choses-là comme ça. Moi, peu m'importe, je suis pas son épouse, donc qu'il voit les choses Mmh. telles qu'il l'entend, c'est son droit le plus légitime. Par contre, est-ce que c'est une façon de faire que de penser que c'est valable pour tous et pour toutes les personnes avec lesquelles il travaille? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre Ouais, puis il y a chose. la loi aussi. Il y a la loi qui est Oui, malgré tout, nous dit de ne pas dépasser 39 heures ou 35 en fonction des contrats, donc il y a quelque chose d'absolument, illégal et un manque de professionnalisme, total et puis même d'un point de vue rationnel. Comment peut-on espérer avoir des employés qui travaillent bien dans de telles conditions? Parce que même si vous étiez, dans de bons restaurants, que vous aviez le droit à des verres de champagne gratuits dans des cocktails ou ce genre de choses et que vous parliez d'une manière décontractée de stratégie jusqu'à 1 heure du matin, ça restait du travail et la fatigue et l'usure et le manque de sommeil et le manque de choses essentielles comme, votre famille et votre couple, ça pesait. Moi, je trouve que vous allez me dire ce que vous en pensez, Laure, mais au moins le confinement a eu un bon côté, la Covid, le confinement. C'est que on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une vie en dehors de son travail. On s'est rendu compte certainement, de ce qui était important. Ça a forcé les gens à faire des bilans. D'habitude, bah, on travaille, on fait les courses le week-end, on est fatigué et on n'a pas le temps de prendre de la distance et ça ne m'étonne pas qu'après il y ait eu un mouvement aussi important que le quiet quitting, vous savez, des gens qui se sont dit: «Bah, j'arrête de me faire exploiter, maintenant je bosse à mon rythme, simplement je ne le dis pas». Hem,
en tant que psy, je m'abstiens d'avoir un avis politique, mais en revanche, je salue la prise de conscience forcée que ça a donné à une société entière. Ça nous a forcés à nous demander pourquoi on travaillait, dans quelles conditions on voulait travailler, quel était le temps qui avait de l'importance avec nous. Est-ce qu'on avait un temps de vie pour notre couple, pour notre famille, pour nos enfants? Hem, Ça, je pense, des effets, qui vont durer, et au moins ce côté-là, à mon avis, a un côté salutaire. On va oublier les 25 de stress et de dépression en plus, évidemment, mais ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et pour vous, donc ce déclic, l'idée d'avoir le droit à une vie personnelle, quoi, c'était cette phrase? Ouais, je pense. En fait, je l'ai pas matérialisé tout de suite comme tel. Je me Ouais. souviens très bien des réflexions que ça m'avait provoquées, mais j'ai pas pris conscience que peut-être c'était le déclic qui avait engendré, je dirais entre guillemets «ma chute» ensuite. Mais je me dis que c'est, voilà, la conjonction de tous ces éléments-là. Et puis, pour revenir à ce que vous venez, d'évoquer Benjamin, il se trouve que dans ma nouvelle vie professionnelle, puisque j'ai changé de vie professionnelle depuis, je suis au contact de beaucoup de jeunes et qui Mmh. effectivement m'expliquent aujourd'hui leur rapport au travail, et ce rapport au travail a beaucoup changé, et par rapport à notre génération. Et dans ma Mmh. génération, puisque j'ai la quarantaine, on est, très nombreux, à avoir bifurqué effectivement. Alors, pour des causes telles que le burn-out, mais pour d'autres causes aussi, effectivement, des prises de conscience, selon lesquelles, le travail, c'était une bonne chose, mais les conditions d'exercice en étaient une autre, et qu'il fallait peut-être poser un peu plus ces conditions d'exercice pour trouver un plus grand épanouissement. Et aujourd'hui, j'interviens aussi assez régulièrement sur quelque chose qui s'appelle la marque employeur, c'est-à-dire quelle est la Mmh. capacité d'une entreprise à être suffisamment attractive pour attirer des talents et les fidéliser. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu primordial pour les entreprises, que de savoir attirer des talents. Et d'ailleurs, je fais partie d'un club de communicants, et qui me disait: Ouais. «Auparavant, toutes nos réunions étaient à 18h30, et désormais on ne fait plus venir personne à 18h30». Pourquoi? Parce que les gens, après leur travail, veulent rentrer chez eux ou veulent avoir une Ah, activité pour eux. Et donc en effet, ça corrobore exactement ce que vous veniez de dire, Benjamin. je pense que ça va même peut-être un cran plus loin, parce que ce que vous voyez ce que vous décrivez, alors c'est l'importance d'un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, sa vie personnelle, sa vie de couple. Mais je pense que maintenant, les jeunes ont un besoin de sens en plus, Oui, tout à et fait. ça existait pas forcément il y a 10 ou 20 ans. Si on avait un métier qui nous passionnait, bon, tant mieux. Il y a ce dicton, assez juste et assez débile qui dit que si on aime son travail, on ne travaillera jamais un seul jour, parce que ce sera un plaisir tous les jours. C'est à la fois vrai parce qu'on est porté Mmh. par le sens de son travail, et c'est en même temps très faux parce que si on oublie qu'il y a une limite, et si on travaille sans donner de limite, on va sombrer aussi dans le burn-out. Heu, une profession, par exemple, qui est très sinistrée, par le burn-out, ce sont les youtubeurs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de donner des formations, à Google, notamment sur le burn-out et sur le stress, et j'ai rencontré là-bas, et c'est pas pour dire, des trucs complètement neuneux et dégoulinants de bons sentiments, c'est pas trop mon genre, mais les gens qui sont là-bas, les youtubeurs, ils sont vraiment des gens passionnés. Ils font pas ça pour, voilà, être célèbres, gagner beaucoup de sous. De toute façon, au départ et pendant très longtemps, c'est pas vrai. Donc ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont perfectionnistes, qui peuvent travailler matin, midi et soir, et qui n'ont pas du tout d'équilibre de vie, qui sont souvent très seuls, parfois même pas en couple, qui n'ont pas de vie de famille, et ils ne se rendent pas compte du danger parce qu'ils font ce qu'ils aiment, parce que la récompense est magnifique aussi, parce que c'est une mission, parce que c'est une vocation, mais bah, il faut un burn-out comme tout le monde, hein. Ça, il y a malheureusement, il y a pas de différence. Mmh. Ça ressemblait à quoi le burn-out quand vous étiez vraiment à fond dedans? Hem Lorsque j'étais à fond dedans, ça ressemblait à quoi? Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus Mmh. écrire,
Alors quand je dis que je ne pouvais plus lire, plus écrire, c'est-à-dire que je lisais une ligne. Je savais toujours que B plus A faisait bas évidemment, mais je lisais une ligne et j'avais complètement oublié les premiers mots. Donc je pouvais plus lire 2 lignes consécutivement, j'oubliais tout au fur et à mesure. Je pouvais plus écrire des choses vraiment, intelligibles ou intelligentes. En fait, j'écrivais des mots mais qui n'avaient plus de sens entre eux. Donc j'avais même plus de force pour écrire quelque chose d'intelligent. Et puis, je passais tellement d'heures à regarder par ma fenêtre, à rien faire. Je passais tellement d'heures couchée au fond de mon lit avec l'impression que mon corps faisait, je sais pas combien de tonnes, je ne sais plus, mais j'étais un poids enfoncé. Vraiment, je ne pouvais pas sortir du lit, non pas parce que je n'en avais pas envie, parce que je ne savais pas quoi faire. C'est juste parce que physiquement, mon corps était tellement lourd qu'il était enfoncé dans le lit et que je ne pouvais pas en Ouais. sortir. Et que juste pour avoir un peu de dignité vis-à-vis de ma fille et de mon mari, mais ma fille surtout, je mettais une alarme l'après-midi, pour être sûre de pouvoir aller la chercher à l'école et de pouvoir me réveiller, de pouvoir me lever à temps pour pouvoir aller la chercher et m'être lavée juste avant. Ça ressemblait à quoi d'autre? 2 heures dans la salle de bain à me demander pourquoi j'allais mettre du dentifrice sur ma brosse à dents. Je savais plus comment, je savais plus pourquoi, je savais plus rien. Nettoyer les chaussures de ma fille, m'obliger dans les premiers temps à aller m'allonger 2 heures ensuite. C'était souvent par 2 heures que ça marchait. 2 heures ensuite pour récupérer. Ça, c'était vraiment, je dirais, le burn-out dans sa version. Voilà, on est épuisé, cramé. D'où le terme burn-out. On est tellement cramé qu'on n'a plus de force pour rien. Mais comme j'avais tenu C'est tellement longtemps. physique et Ouais. c'est mental en plus. C'est-à-dire que cette lourdeur que vous décrivez, c'est ce qui manque, c'est la joie, c'est l'envie. Quand il y a pas de joie, quand il y a pas d'envie, les bras ne se lèvent pas, l'action ne se fait pas et on reste sur place dans une sorte d'anesthésie et de vide de sens. Ça a l'air d'être idiot ce que je veux dire, mais on a besoin de joie et de bonheur pour avancer et là, ça va être un peu moins idiot, je pense. La morale, le courage, la force et la volonté, ça a une réserve finie. La joie, ça peut se renouveler et ça donne de l'énergie pour continuer. Mais si on n'avance que par la force de sa volonté, que grâce à son courage, il y a un moment, on n'a plus d'énergie et ça donne ça. Alors, en lisant votre livre, on en parlait, tout à l'heure avant de commencer cet entretien, il y a un moment qui est terrible. C'est le moment où, vous commencez à avoir, plus que des pensées suicidaires, avoir des envies suicidaires. Vous pensez à la manière de le de le faire, aux médicaments qu'il faudrait prendre et cetera. Parce que, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus simplement un burn-out, c'est une vraie dépression et une dépression profonde. C'est un moment aussi et ça, j'aimerais, si possible, que ça serve de leçon, pas à vous, mais ou plutôt de leçon, prophylactique à ceux qui nous écoutent. On vous avait prescrit des antidépresseurs, vous les avez arrêtés et ça a été, une descente aux enfers à ce moment-là. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est plus qu'un burn-out, c'est devenu une dépression et hem et quand on a, une dépression, on a un diable sur l'épaule gauche qui nous chuchote, des idées terribles, des idées idiotes, des idées monstrueuses. C'est un diable qui nous dit qu'il n'y a plus de manière de s'en sortir, qu'on est fichu, qu'on n'a aucune valeur, que le monde serait mieux sans nous, que notre famille serait mieux sans nous et pour moi, ça, bien sûr, c'est un cran encore au-dessus du burn-out, c'est la dépression. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Ce qui m'a sauvée, C'est c'est lourd, hein, comme question, hein, je mais vous je en je parlez dans votre livre, donc oui, oui, non, je n'en mais fais pas l'économie. non, non, puis vous avez raison en fait, Benjamin, parce que, si j'ai accepté de livrer, ce moment très, très intime de ma vie, c'est parce qu'effectivement, j'ai vécu cette période de burn-out et souvent dans le burn-out, on explique effectivement quand on est au fond du trou, mais il faut aussi comprendre que le burn-out est fait de hauts et de bas. Et à un moment donné, je me sentais mieux. À vrai dire, j'avais Mmh. retrouvé de l'énergie, je me sentais mieux et donc je me croyais peut-être plus forte que les autres et je me suis dit effectivement toute seule comme une grande, j'arrête les médicaments, tout ça, j'ai plus besoin. De toute façon, je n'en voulais pas de ces saloperies de médicaments et maintenant c'est fini, j'arrête tout et puis grosse erreur, très grosse erreur, monstrueuse erreur parce qu'arrêter seule, ça provoque des effets
beaucoup plus néfaste en fait que de ne pas en prendre du tout. Donc non, c'était une vraie erreur et effectivement, j'ai chuté, 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 chuté Ça, jusqu'à voir on fait tous l'erreur, hein. Vous, moi, tout le monde. Il y a un moment, quand on en a marre d'être malade, on jette les médicaments. C'est très ça semble idiot, mais c'est extrêmement, humain. Et puis, il y a une phrase d'Auguste Comte que j'aime beaucoup, c'est: «On ne peut pas être observateur et observé». Et quand il s'agit de se ressentir soi-même, on n'a pas de moyen de savoir si on va vraiment bien ou si c'est chimiquement le médicament qui nous permet de tenir le coup. Et on peut pas le vivre puisque l'impression qu'on a d'être bien, elle semble vraie. Elle n'a pas un goût chimique en quelque sorte. C'est pour ça que quand on prend des antidépresseurs, il faut le prendre vraiment pendant une durée qui est longue pour qu'il puisse faire effet. Tant qu'à faire, on rentabilise et bien, l'investissement émotionnel qu'il y a à prendre ces médicaments et puis surtout, si on l'arrête progressivement et sous la surveillance d'un médecin parce que lui, il va pouvoir, évaluer si c'est le bon moment et vous inviter à y aller très progressivement et si on baisse progressivement, si à un moment on se dit: «Oh, oh, oh, je commence à me sentir moins bien», on se dit: «Oh bah, écoutez, peut-être que l'arrêt des médicaments, ce sera pour plus tard». Hem, c'est c'est vraiment, voilà, pardon de encore aussi d'insister sur ça, mais moi c'est une déformation professionnelle. Je vois souvent des patients qui arrivent en thérapie, qui ont replongé un problème à cause d'un arrêt trop précoce, des médicaments. Il y a un vrai danger. Hem et c'était pas une manière de vous jeter la pierre parce que ah, sinon je j'aurais sais dû bien. me la jeter sur moi-même en 1 puis la jeter sur à peu près tout le monde qui n'aurait pas été productif. Non, non, Hem, j'ai bien compris qu'est-ce que qui c'était pas pour ça, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est tellement important d'en parler, heu, pour éviter justement que d'autres, ne se disent: «J'arrête trop précocement». Et effectivement, pour répondre à la seconde question, enfin, ou plutôt à la première question qui était de savoir ce qui m'a aidée à remonter, hem, je dirais que c'est parce que j'ai chuté que j'ai pu remonter et je dois tout, probablement, et à mon mari qui s'est aperçu, de de ce que j'étais en train de traverser et donc et des idées que je commençais à avoir, qui, m'a pas demandé mon avis et qui m'a emmenée, d'instinct chez le médecin, mon médecin traitant. Et mon Mmh. médecin traitant a demandé à mon mari de m'emmener, sur le champ aux urgences psychiatriques parce qu'il Ah, avait il a très pas peur laissé le de moi. choix. Et il lui a pas laissé le choix et donc mon mari a tout arrêté, a tout annulé de ses rendez-vous et cetera. Il m'a emmenée aux urgences psychiatriques et je pense que c'est ça qui a été un déclencheur, pour m'aider dans la reconstruction. Alors je dis juste un déclencheur parce que, je n'avais jamais été aux urgences psychiatriques de ma vie, je ne Mmh. savais pas vraiment ce que c'était. Heu, Ça a été un choc. C'était un choc de voir les personnes autour de moi et de me sentir au milieu de ces personnes. Et puis j'ai été accueillie par 2 médecins en blouse blanche, dans ces couloirs, bref, avec tous les bruits du couloir et cetera et à ce moment-là, ces médecins-là m'ont dit, enfin m'ont posé beaucoup de questions, m'ont porté un diagnostic et m'ont dit 2 mots qui ont résonné très fort en moi et qui m'ont dit, voilà, enfin 2 mots, un peu plus, ils m'ont dit, «Désormais, c'est fini, on s'occupe de tout et vous ne vous occupez plus de rien». Donc déjà, ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi. En fait, ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est qu'ils ont, tout pris en main, en fait, pour moi. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est en situation de burn-out, on n'a plus de force, en fait, on n'a plus de force pour rien et l'idée même de devoir prendre rendez-vous chez son médecin est déjà, une charge. D'aller chez Mmh. son psy, c'est aussi une charge. De prendre la voiture pour faire quelque chose, c'est une charge. D'envoyer son arrêt de travail à son employeur, c'est une charge mentale. Et là, en fait, les médecins m'ont dit: «Voilà, désormais, on va prendre rendez-vous pour vous chez tout le monde. Le psychologue, le psychiatre, les infirmières qui vont devoir vous suivre, très, très régulièrement, au minimum 1 fois par semaine, au début 2 fois par semaine». Et donc, à partir du moment où ils m'ont déchargée, en fait, de tous ces éléments-là, je me suis dit: «Waouh, on prend soin de moi». Donc je me suis laissée porter par tout ça. Pour autant, moi, j'étais vide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me posait des questions de l'ordre de, «Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie?» «Plus rien». «Comment ça, plus rien?» «Non, plus rien ne me fait plaisir».
Même ma fille et mon mari, ne suffisent pas à me donner le sourire, en fait. C'est même ma fille, la chair de ma chair, et c'est ça qui est terrible. Quand on est maman, c'est terrible. Même mon mari que j'aime, tout ça ne suffisait plus. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de force pour rien, je n'avais plus de plaisir pour plus aucune chose. Je me sentais tellement, coupable, tellement honteuse de celle que j'étais devenue, de celle qui avait chuté, que je voyais plus ce que j'allais apporter, et hormis être un fardeau pour les gens qui m'aiment, voilà ce que représentait ma vie, en fait. Et hem et donc plus de rêve, plus rien. Donc une vie sans rêve, une vie sans plaisir, une vie sans, l'impression d'être utile pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'était quoi, en fait? C'était quoi? Et donc il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Donc ce qui m'a aidée à me reconstruire, c'est ça, c'est mon mari, mon médecin, ces médecins-là et tous les thérapeutes qui m'ont entourée, ma psychologue, qui m'a fait aussi beaucoup de séances d'hypnose, et c'est aussi pourquoi, je ne peux que féliciter ce que vous faites, Benjamin. L'hypnose apporte tellement, est une vraie force vraiment pour beaucoup. Surtout ce qui m'a aidée, c'est aussi m'octroyer du temps. C'est-à-dire, je me suis octroyé ce que j'appelle, du temps pour ma convalescence. Parce que je n'avais pas de plâtre visible, mais néanmoins, j'avais besoin de convalescence, et mon mari m'a laissé ce temps-là aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté mes arrêts de travail. Jusqu'alors, je ne les acceptais pas, en fait, je les subissais, par nécessité. Mais, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai chuté, c'est parce que je m'étais mise en tête une date à laquelle de toute façon, je reprendrais mes activités, signe que j'allais mieux, signe que j'avais repris le dessus, signe que je m'étais botté les fesses assez suffisamment pour pouvoir y aller. Mais j'ai compris que non, ça ne fonctionnait pas comme ça, que c'était pas moi qui pouvais décider en me bottant les fesses que j'allais reprendre le dessus, On c'était a pas comme ça que ça on fonctionnait. n'a même pas l'énergie pour se botter les fesses. C'est le corps qui décide entièrement dans des moments comme ça, hein. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Hem, je vous remercie beaucoup Laure pour ce merveilleux témoignage. Je ne peux qu'inviter ceux qui nous regardent ou ceux qui nous entendent à lire, À bout de force, le livre de Laure Delobert qui est publié, à Témoignages City. C'est écrit avec la collaboration également d'Anthony Quindroy, qui est un journaliste, vraiment remarquable et extrêmement professionnel. Hem, je voudrais juste, si vous me le permettez, Laure, tout d'abord vous remercier pour la sincérité de votre témoignage parce que même sur des sujets importants comme ça, comme le burn-out, il n'y a pas tant de témoignages que ça. Et quand on va sur les forums, en général, on voit ceux qui vont mal, ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et ce livre, il est écrit à la sincérité du temps présent, c'est-à-dire que vous ne cachez pas tout ce qui vous est arrivé étape après étape, mais il est aussi écrit avec le recul. Donc ça permet de voir, à la fois de quelle manière on peut plonger dans le burn-out, mais comment on peut, au fur et à mesure, en émerger. Si vous souffrez de burn-out ou si vous êtes stressé par votre travail, mettez-vous en arrêt, prenez de la distance, commencez à partir. Le stress, ensuite la fatigue que crée le burn-out, il est là pour vous dire: «Mais fous le camp, fais autre chose». Et rien ne justifie la souffrance. Et puis, si malheureusement, vous êtes déjà un pied dedans, si déjà vous êtes stressé, si déjà vous avez du mal à dormir, c'est déjà comme Laure, eh bien, aller du salon, à la salle de bain, c'est un défi, aller chercher sa fille, c'est un défi, eh bien, consultez, allez voir votre médecin, entourez-vous. N'ayez pas peur des médicaments, faites une thérapie aussi. Et si à un moment ça va si mal que vous pensez aux idées les pires, n'oubliez pas que c'est une parenthèse terrible, mais ce n'est qu'une parenthèse dans votre vie. Et que les médicaments vont vous aider, que s'il le faut, une hospitalisation est là pour vous éviter le pire et vous permettre de rebondir. C'est impressionnant, mais si c'est la seule solution, c'est la solution qu'il faut prendre pour soi ou prendre
pour les autres, si on est dans la situation du mari de Laure qui a dû être, courageux pour 2, pour 3, ce que je trouve, absolument, remarquable. De la même manière que les médecins que vous avez eus, je trouve aussi, ont été très courageux, très directs, avec vous et ils vous ont tendu une main extrêmement forte, une puissante, au moment où vous en aviez besoin et je trouve ça, vraiment, vraiment magnifique. Si vous souffrez de burn-out, faites un maximum de relaxation. Matin, midi et soir. Vous avez besoin de réapprendre à être calme. Donc l'hypnose peut aider. La cohérence cardiaque, Laure en parle aussi dans son livre. Toutes les techniques de relaxation, mais par pitié, faites-en beaucoup et dirigez-vous vers des thérapies pratiques comme les TCC, les thérapies brèves, des choses qui marchent, qui sont vraiment efficaces. Et puis, reposez-vous, mais restez actif. Parce que si on n'est pas actif, on peut très facilement passer du burn-out à la dépression. Donc, il s'agit pas de rester actif dans son travail, mais de continuer à voir ses amis, même si ça demande un effort, de continuer à faire une marche dans la journée, à être le plus actif possible. Le corps, le cœur, l'esprit se nourrissent de joie et à ce moment-là, vous en avez besoin plus que n'importe qui. Voilà, des conseils très clairs, très précis sur le burn-out. Merci infiniment, Laure, pour votre témoignage. N'oubliez pas, si vous abonnez au compte Insta de Laure et au mien, et si vous taguez 2-3 personnes, vous pouvez gagner le livre. Ça vaut le coup. Et puis, si vous ne gagnez pas le livre, quand même, allez dans une librairie l'acheter. Hein. Je pense que vous aurez compris que c'est un témoignage utile, un témoignage nécessaire, un témoignage très beau parce qu'il est très sincère. Donc, un grand merci, Laure, euh, pour votre dignité, pour votre sincérité, pour votre courage. Et puis, dans le prochain épisode d'Empathie, pour dans une poignée de minutes pour ceux qui nous voient en live, eh bien, on va faire une séance d'hypnose pour aider à éviter le burn-out ou permettre au début de faire des sortes de pauses face au burn-out et d'en sortir de plus en plus, sachant que vous aurez besoin de l'hypnose, mais pas uniquement de l'hypnose. Il faut accepter toutes les aides, d'où qu'elles viennent. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.